Coca Podcast, épisode 1. Il y a quelques mois, j'ai pioché au sort le nom de ma petite sœur. On fait ça chaque année. Plutôt que de faire des petits cadeaux de Noël à tout le monde, on tire au sort une seule personne pour n'en faire qu'un et si possible fait maison. J'avais alors décidé de lui faire un podcast. Et c'est un cadeau que je peux prétendre aujourd'hui réussi puisqu'elle a adoré et qu'à moi aussi, cette expérience m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir eu certaines conversations avec notre entourage que je n'aurais peut-être jamais eues sans ce projet. Alors, une fois le podcast terminé et offert à ma petite sœur, j'ai ressenti très rapidement l'envie d'en faire d'autres sur des sujets qui m'intéressent et me questionnent. Je travaille dans le milieu du spectacle, j'ai donc en ce moment pas mal de temps libre chez moi. Et je me suis dit que je pourrais me servir de ce temps pour questionner certaines choses, poser des questions à des gens dont j'ai envie d'entendre les réponses et écouter et transmettre des histoires de personnes qui, je pense, méritent d'être entendues. En bref, questionner des sujets cool, qui me plaisent. Voici donc le premier d'une courte ou longue série de petits épisodes. Celui d'aujourd'hui est sur le thème de « Je m'écoute » et « J'ose changer de métier ou de mode de vie ». Quand j'étais plus petite, je détestais le dimanche soir, non pas parce qu'il y avait école le lendemain, mais parce que les adultes, eux, travaillaient le lundi matin. Je m'explique. J'ai eu la sensation de beaucoup entendre de la bouche des adultes « Oh non, demain c'est lundi, je reprends le boulot ». Et que le jeudi soir, le sourire revenait sur les visages car demain c'est vendredi, dernier jour et après week-end. Alors moi, à entendre ça, je savais pas vraiment ce que je voulais faire comme travail, mais je savais que je voulais juste pas ça. Râler en allant au boulot le lundi matin. Ne passons pas trop de temps sur notre lieu de travail pour ne pas en faire quelque chose que l'on aime et qui nous rend heureux, plutôt que d'attendre en permanence ces 2 jours en fin de semaine pour se sentir épanoui, bien et reposé. Je n'ai pas la réponse, bien entendu, car elle est propre à chacun d'entre nous, que la définition du bonheur est très personnelle et qu'elle évolue souvent au cours d'une vie. Certaines personnes s'y retrouvent très bien dans ce genre de situation, mais d'autres moins, et elles peuvent parfois se sentir prises au piège, par peur de quitter son travail, son confort. L'aspect financier, social et familial y est souvent pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, le bien-être dans nos milieux professionnels me semble, à titre personnel, important. Et s'ouvrir à l'écoute de différentes vies permet de voir que beaucoup de choses sont possibles. En grandissant, ça n'a jamais été une évidence, mais je suis partie donc dans le monde du spectacle. Mon inconscient a bien fonctionné puisque je travaille régulièrement le week-end et que souvent le lundi matin, je dors. Et ça, c'est pour faire sourire la petite fille que j'étais il y a 20 ans. Je n'ai aucune idée de si je pratiquerai ce métier toute ma vie, ou si je changerai peut-être même plusieurs fois. Mais je me dis qu'il faut sans cesse que je reste attentive à mon évolution, car rien n'est figé. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que certaines personnes se posaient la question, de ne pas trop savoir quoi faire, mais qui ressentaient cette petite chose qui questionne et qui fait prendre conscience qu'il est peut-être temps de changer de cadre professionnel pour être plus en accord avec soi-même, avec ses valeurs, pour un métier ou juste un mode de vie qui a plus de sens. Dans mon entourage, assez proche, certains l'ont même fait. Ils et elles ont eu le courage de chambouler leur confort ou chemin pour autre chose. Et ce sont ces belles aventures qui méritent selon moi d'être écoutées. Sortir de sa routine quotidienne et oser franchir le pas de se donner les moyens d'être plus heureux et de faire ce que l'on a envie, je trouve ça beau comme action. Vous allez entendre Clotilde. C'est une ancienne instite qui a fait le pas de quitter son boulot qui ne lui correspondait plus. De prendre du recul et de faire aujourd'hui quotidiennement ce qu'elle aime, c'est-à-dire coudre, fabriquer des bijoux, créer, et tout ça à partir de matériaux recyclés. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez sous le nom de l'Artelier de Clotte. Vous entendrez aussi Charlie, qui après avoir travaillé dans le spectacle vivant pendant plusieurs années, a monté un projet écologique avec ses 2 équipières qui s'inscrit dans un voyage passionnant. Charlie a accepté de me raconter son histoire en provenance de la Martinique. Leur bateau s'appelle Arvik, et vous pouvez les retrouver sous le nom de l'éco-voyage d'Arvik. Et enfin, Leslie, qui après un certain nombre d'années d'études et une thèse réussie, a décidé de changer de voie et de reprendre une année d'études en agriculture. Son projet, c'est de faire pousser des plantes aromatiques et médicinales pour en faire des tisanes, avoir les mains dans la terre, faire pousser des petits fruits et y trouver plus de sens.
Je leur ai demandé à tous les trois de me raconter leur histoire respective, avec leurs doutes, leurs peurs, leurs déclics, pourquoi, comment, tout ça. Je propose à vos oreilles de commencer par écouter Clotilde. Bonne écoute. J'ai été instite pendant 10 ans dans l'éducation nationale et au bout de 5 ans, déjà quand j'ai passé mon concours, je savais que ce serait compliqué pour moi de travailler toute une carrière dans la structure de l'éducation nationale. Et du coup, au bout de 5 ans, j'ai eu une classe, 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement, mais j'ai eu une classe difficile, ou en tout cas un élève vraiment très difficile, et que j'arrivais pas à gérer comme je le souhaitais, que j'arrivais pas à accompagner plus exactement comme je le souhaitais. Et du coup, ça m'a mis vraiment en difficulté. J'ai été arrêtée pendant 4 mois parce que je ne pouvais plus retourner à l'école. Et j'ai pas du tout été soutenue par mes supérieurs hiérarchiques, donc ça a été compliqué comme moment. Et là, je me suis dit, c'est le moment où je me suis dit que je pourrais pas faire toute ma carrière dans l'éducation nationale, ou en tout cas que si je choisissais de faire toute ma carrière dans l'éducation nationale, je l'acceptais avec tous les avantages et les inconvénients. Et du coup, au mois de janvier, j'étais vraiment au fond du gouffre et j'ai changé mon mot de passe de ma messagerie professionnelle. Et j'ai mis, alors je sais plus la date, mais j'ai mis janvier de 5 ans plus tard, en me disant, bah voilà, il faut que à cette date-là, j'ai décidé ce que je faisais après, est-ce que je continuais, est-ce que j'arrêtais, est-ce que je faisais un mi-temps, enfin voilà, que j'ai décidé sur la suite de ma vie en fait. Mais du coup, le fait de mettre en messagerie professionnelle ce mot de passe, ça m'a permis à chaque fois que j'ouvrais ma messagerie, ça me permettait de me dire, ah oui, bon, il me reste tant de temps. Alors ça paraît peut-être un peu drastique, je dirais, mais je me connais bien et je savais que si je ne mettais pas d'ultimatum, j'aurais pas décidé au bout de 5 ans. Donc voilà, ça c'était la première étape. Et puis j'ai repris quand même après 4 mois d'arrêt. J'ai repris dans une autre classe, une autre école où tout s'est très bien passé. Et puis j'ai changé plusieurs fois d'école, dans des écoles super. Et quelques années après, je sais pas, peut-être 2 ans après, j'ai de nouveau été arrêtée après les vacances de Noël, encore au mois de janvier. Et là, lors d'une balade à la plage avec une copine qui m'a fait sortir de chez moi pour m'aérer un peu et prendre le goûter à la plage. Elle me connaît très bien. C'est ça. Et on a beaucoup discuté. Elle m'a demandé toutes les options possibles pour la suite, pour moi. Et je lui ai tout énuméré. Et du coup, c'est le mot démission qui m'a fait le plus de bien, en fait. Et quand je l'ai dit, je me suis dit, bon, ok. Voilà, c'est le bon choix, c'est ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, je ne suis pas toute seule, on est 2, donc il faut que j'en parle aussi avec mon conjoint, avec Antoine. Et quand je lui en ai parlé le soir, je ne peux pas dire que ma décision était prise, mais presque. Et bien sûr, il a dit oui. Il a dit qu'il s'en doutait, évidemment, et que si c'était OK pour moi, c'était OK pour lui. Et ce soir-là, c'est le soir où il m'a dit, bah, par contre, il faut que tu saches que si tu démissionnes, je démissionne et on part en voyage. C'était une blague, mais évidemment. Mais c'était pas tant une blague que ça, puisque au mois d'août de cette année-là, j'avais tout fait pour démissionner et on est parti faire un tour d'Europe pendant 6 mois. Ça m'a permis de lâcher prise en fait et de me dire que voilà, c'était finalement une blague ce petit moment-là, mais que finalement, même quand ce sont des blagues des fois ou des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, et bah finalement c'est pas que c'est la mauvaise solution, quoi. C'est que peut-être il faut se laisser un peu porter aussi par d'autres énergies, d'autres personnes.
Et que là, j'ai bien fait parce que c'était une super aventure. Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis technicien son dans le spectacle vivant depuis maintenant 10 ans, donc sur des concerts ou des festivals. J'ai toujours été passionné de voile depuis que je suis tout petit. J'ai un peu mis cette passion de côté à cause du boulot, parce que quand on bosse sur des festivals, on bosse tout l'été, et la saison de navigation, c'est également l'été. Donc au début du métier, c'était pas facile d'allier les deux. J'ai préféré mettre de côté la voile. Et les 3 dernières années, donc il y a 4-5 ans, j'ai recommencé à faire un peu de voile. Au début, juste en tant qu'équipier. Comme ça, j'avais une idée en tête, je voulais aller au bout de ma passion. Et pour moi, c'était de tenter de traverser l'Atlantique, simplement en tant qu'équipier. Pour ça, je suis allé sur la bourse aux équipiers pour naviguer avec des personnes qui cherchaient du monde pour les aider à manœuvrer leur bateau. Et grâce à ça, je suis descendu jusqu'aux Canaries avec un capitaine qui avait l'âge de mon père. On n'était que tous les deux à bord. C'était une bonne expérience. C'était une épreuve un peu pour moi, voir si la navigation hauturière et les longues navigations pouvaient me correspondre, me plaire, et si j'étais capable de faire une navigation plus longue qui correspondait à un tour de l'Atlantique qui prend à peu près 3 semaines sans voir la terre. Donc voilà. Et puis au retour de ce voyage-là, des Canaries, avec des copains, on a loué un bateau. Et donc c'est moi qui étais responsable, vu que j'avais plus d'expérience. Et ça s'est bien passé. Donc première fois que j'étais chef de bord. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a continué à louer des bateaux pendant les 3 ans qu'on suivit, avec différents copains. Donc voilà, donc j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire à la base. Et au bout de ces 3 ans, on a été déjà allé en Angleterre 2 ou 3 fois. On est allé en Espagne. Donc ça représente 15 jours de navigation, aller-retour, un peu moins. Et on désirait aller un peu plus loin. On avait envie de la Norvège. La Norvège, ça nous plaisait beaucoup. Et sauf que là, pour le coup, c'est plus d'une semaine de navigation que pour l'aller, plus le temps passé sur place et tout. Ça nous faisait louer un bateau pour au moins 1 mois, voire 2. Et financièrement, c'était plus du tout intéressant. C'était quelques milliers d'euros. Donc si vraiment on voulait aller là-bas, la meilleure solution, c'est d'acheter un bateau. Et quitte à acheter un bateau, autant aller dans d'autres pays que la Norvège, aller faire un tour plus grand, partir plus longtemps. C'est comme ça que le projet est né. Je suis Leslie, j'ai 29 ans, très bientôt 30 ans. Et je suis brestoise. J'ai toujours été attirée par la mer et c'était en 3e, je crois. J'avais envie de faire un stage dans une entreprise de cosmétiques qui valorisait les algues. Et c'était un truc qui m'avait hyper botté, quoi. Du coup, j'étais allée faire un stage là-bas. Et ça m'a jamais quittée, en fait, cette idée. Et donc, je suis partie après au lycée. J'ai toujours aimé la biologie. J'ai toujours aussi été entourée de biologistes à la maison, donc ça aide un petit peu. Et notamment un naturaliste, le papa, qui est naturaliste. Donc toujours dans la nature, toujours un peu de curiosité, essayer de comprendre les choses autour. Et donc après, après le bac, je suis partie en biologie aussi. Donc j'ai continué avec un IUT qui était un peu plus pratique, donc analyse biologique. Je savais pas trop encore où aller, mais j'avais encore cette idée de travailler plutôt dans le milieu marin. Et donc j'ai continué mes stages sur les algues, qui me plaisaient bien. Et ensuite, je suis partie à Rennes. J'ai un peu switché. Je suis continuée dans la nutrition santé, parce que c'était un truc qui me plaisait bien. Et après, je me suis dit, mais en fait, la mer, elle me manque trop. À Rennes, en plus, hyper loin, la mer. Et du coup, j'ai décidé de continuer dans un master qui était plus en valorisation de la mer.
Donc je suis revenue dans le coin de Brest, où j'ai continué là-bas et où j'ai continué aussi à découvrir le milieu marin en stage, avec la valorisation des algues aussi. Donc c'était toujours un petit peu le fil conducteur. Et ensuite, les faits, l'histoire, les rencontres que j'ai faites ont fait que j'ai continué encore après le master sur une thèse en biologie marine, donc sur la valorisation des algues en cosmétique, comme en troisième. On y revient. Voilà, donc ça paraissait une suite assez logique pour moi en fait. C'était une continuité, que ça me plaisait bien. Et donc j'ai soutenu ma thèse ensuite. J'étais contente, c'était un beau moment. Et après la thèse, je me suis dit, prends-toi un temps pour toi, réfléchis. En fait, j'aurais pu trouver du boulot. On m'avait proposé du boulot, j'aurais pu trouver. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de me lancer tout de suite, j'ai envie de profiter, parce que déjà, c'était quand même assez fatigant comme travail, et puis de prendre du temps pour moi. Et pendant ce temps-là, donc c'était pas si long en plus, mais ça m'a permis d'être avec moi-même en fait, d'avoir du temps à moi, toute seule, ce qu'on n'a pas forcément en fait, et ce qui est pourtant hyper important, que tout le monde devrait prendre. Mais on n'a pas forcément l'occasion, pas forcément la chance d'avoir ce temps. Et grâce à ce temps-là, j'ai pu me rendre compte en fait que j'avais pas envie de chercher du boulot dans la branche dans laquelle j'étais, quoi. Et je me suis dit, ah merde. Ouais, trop bizarre, quoi. Enfin, ouais, j'ai fait tout ça et là, j'ai pas envie de chercher du boulot dans ce en quoi je pensais avoir envie de faire depuis le début, en fait. Du coup, j'ai réfléchi, pourquoi je ressens tout ça. Donc j'ai commencé à écrire un petit peu ce que j'aimais faire en réfléchissant à un métier que je pourrais faire. Et en fait, il y a plein de petits signes qui, dans la vie, si tu fais attention à tous ces petits signes, et si tu les regroupes, et tu peux trouver en fait ce qui te correspond et ce qui peut t'aller vraiment en fait, quoi. Ça me fait penser, il y avait pendant ma thèse, il y a des copains, on faisait un petit film de thèse un peu humoristique sur le thésard qui passe, et en fait ils avaient fait la petite maison dans la prairie pour moi. Du coup c'était un petit signe, ouais. Et ouais, après quand j'y réfléchis, il y avait des signes qui ressortaient. J'ai toujours été attirée par la nature. Après j'ai repensé aussi à ma licence en nutrition santé, il y avait tout ce qui était plantes. Les fleurs aussi, que j'aime beaucoup. Ça se voit un peu sur mes robes, souvent. Et il y a la santé aussi qui m'intéressait beaucoup. Et puis le côté proche de la nature que je pense que j'avais perdu, en fait, avec le boulot que je faisais. C'était en lien avec la nature. C'était une valorisation des algues. Mais en fait, je perdais complètement le lien avec la nature en elle-même, quoi. Et du coup, j'ai eu le fameux rendez-vous avec Pôle emploi. Une fois que t'es inscrite. Voilà. Et elle était super, la conseillère. Du coup, elle m'a dit, écoute, tu peux aller rencontrer quelqu'un qui peut t'aider à réfléchir sur ce que tu veux faire pour après. Et je pense que j'aurais pu faire sans ce rendez-vous, mais ça m'a aidé à aller beaucoup plus vite et à cibler en fait mes idées et qu'est-ce qui pourrait me correspondre et tout ça. Tout seul, c'est pas forcément évident à se poser les bonnes questions en fait. Et quand il y a des personnes qui ont l'habitude des reconversions et tout ça, donc je pense que c'est pas mal quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, ça permet de cibler, d'aller plus vite en fait, de se poser les bonnes questions et c'est ce qui m'est arrivé en fait. La fille avec qui je faisais les entretiens, elle m'a demandé qu'est-ce que t'aimes. Et il y avait plusieurs choses qui ressortaient, notamment du coup les plantes médicinales. Et après, on avait fait des tableaux avec les avantages, inconvénients. Je faisais des petites recherches sur les boulots. Et petit à petit, en fait, ça devenait une évidence en fait en l'écrivant et en parlant aussi. On a commencé à construire le projet et en réfléchissant un peu de comment est-ce qu'on voulait le faire, on a repensé à une petite anecdote qu'on a eue sur notre retour d'Angleterre
en bateau. On était en train pour la fin de notre traversée de la Manche. Et on a vu un ballon de baudruche qui volait de vague en vague. Et on a essayé de le rattraper pour le récupérer. Il a d'abord fallu le rattraper pour l'attraper et ça n'a pas été facile. À plusieurs reprises, on a failli l'avoir. Mais c'était pas évident. Et on a fini par abandonner au bout d'une heure. On a abandonné, on n'a pas réussi à l'avoir et on a pris conscience que le ballon allait traverser la Manche plus vite que nous. Il allait arriver avant nous de l'autre côté. C'était un peu perturbant et je pense que c'est ce qui a déterminé un peu la partie écologique de notre projet en quelque sorte. On ne voulait pas que ce soit qu'un projet de voyage, que des vacances. On voulait que ce soit un projet utile et qui puisse servir pour la planète et puis nous apporter aussi énormément. Donc on a construit un projet de voyage en voilier avec Clémence, Guénola et moi. Donc nous sommes 3 sur ce projet. On a acheté le bateau en décembre 2018. Donc il nous fallait un peu d'argent. Acheter un bateau, préparer le bateau et puis partir. J'ai accepté une grosse mission à l'étranger d'1 mois en Chine dans le cadre de mon travail pour mettre un peu d'argent de côté. Et ça a été l'occasion aussi de lâcher mon appartement. Donc tu prépares ton déménagement sans emménagement derrière. L'idée c'est de se débarrasser de toutes ces affaires, au moins de tous ces meubles, et puis de réduire un maximum les affaires. Et donc c'est assez facile de se débarrasser de ces meubles, réduire ses affaires. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant le nombre d'affaires qu'on cumule. Finalement tu te sens plus léger de plus avoir de logement. Au même moment en plus ma voiture m'a lâché, donc j'avais plus de voiture, plus d'appartement. C'était plutôt agréable comme sensation, une sensation de liberté, de te dire que à tout moment, si quelqu'un te propose quelque chose, de partir avec lui, tu pars à une rencontre fortuite, et tu peux dire oui, il n'y a rien qui te retient. C'est assez cool comme sensation. Et puis voilà, donc j'ai fait cette mission d'1 mois. Et au retour, on a trouvé un bateau, on l'a acheté, j'ai aménagé directement sur le bateau dès qu'on l'a eu, vu que j'avais plus de logement, ça permettait de faire des économies. Et puis il s'en est suivi 18 mois de préparation du bateau et du voyage. Durant ces 18 mois-là, j'ai rencontré Guénola, qui est ma compagne aujourd'hui, et qui s'est intégrée au projet. Ces 18 mois n'ont pas été très faciles. C'est beaucoup de travail. Tu travailles plus que quand tu travaillais vraiment pour gagner de l'argent. C'est beaucoup de temps passé sur le bateau, sur le projet. C'était très fatigant, c'était éprouvant, mais c'est cool parce que tu passes tout ce temps-là pour toi, c'est pour ton projet, c'est pas pour gagner de l'argent et finalement c'est encore plus gratifiant et c'est encore plus motivant. Et donc le projet c'est de faire un grand tour de l'Atlantique en commençant par la Norvège normalement, qui a été l'objectif principal, la Norvège, puis après redescendre le long de l'Espagne, le Portugal, traverser l'Atlantique, arriver aux Antilles et puis après remonter par le Canada et puis rentrer en France, en passant par les Açores. Ça c'était le projet initial. On a voulu suivre la route de migration des baleines, donc aller à leur rencontre, essayer de les enregistrer, tout en sensibilisant sur la pollution des océans, la pollution plastique principalement. Donc voilà, c'était à peu près notre projet. Un mode de vie 0 déchet à bord, une consommation raisonnée d'électricité à bord, pas de frigo, pas de pilote automatique, quelque chose d'assez simple et sobre, une sobriété énergétique pour se détacher un peu de notre monde de consommation. Tout s'est pas passé comme prévu, on a été forcément un peu arrêté par le Covid. On devait normalement partir le 18 avril 2020, en plein confinement. Donc on s'est retrouvé confiné avec Guénola à bord, Clémence étant restée à Nantes. Et ça nous a permis de finir de préparer le bateau, c'était pas plus mal, c'était cool de tester un peu la vie à bord, confiné comme en traversée, finalement. Et on a réussi à partir début juin.
Donc, sauf qu'on n'a pas pu aller où on voulait parce que la Norvège était fermée. Et on était vachement plus tard dans la saison aussi. Donc on s'est contenté de l'Écosse. On a passé l'été en Écosse. C'était hyper sympa. Des paysages magnifiques. C'était un préambule du voyage en fait. C'était pas vraiment le départ. On savait qu'on rentrait pour la rentrée. On retournait en France, finir de préparer le bateau, les dernières petites choses pour le projet, pour le bateau. Et que le vrai départ se passait en octobre. On a fait un petit mois de travaux encore en rentrant en France. Finir un petit peu tout ça. Et puis après, ça a été le vrai départ. C'est assez perturbant de tout lâcher, de quitter la famille, les amis, de savoir que tu les reverras pas au moins pour la prochaine année. On partait à la base pour 18 mois, mais on savait pas trop si on allait réussir à faire ce qu'on voulait à cause du Covid. Et on s'était laissé comme possibilité de partir plus longtemps, de rester 6 mois de plus. Donc ça ferait un voyage de 2 ans au total, en fonction de comment ça allait se goupiller. J'ai jamais vraiment eu de doute sur le voyage, sur mon choix. Ça, c'est à partir du moment où tu te lances dans quelque chose, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout. Et si tu choisis de te lancer dans un projet aussi gros, t'as pas de doute sur ton envie, ta motivation, sur le fait que ça va te plaire. Et dans tous les cas, c'est même une très bonne expérience à vivre. Dans ce cas particulièrement, c'est la difficulté principale, c'est quand même l'expérience humaine. Tu te retrouves à vivre pendant 1 an, 2 ans, avec à 3 dans un appartement de 20 mètres carrés, à tout casser. Donc c'est assez restreint, mais c'est cool. Ça fait 8 mois qu'on est parti maintenant, en prenant en compte notre petite escale française de septembre. Et c'est cool, on est hyper content. De vivre ça. On est hyper à l'aise dans notre nouvelle vie, ça nous convient. Il y a toujours une petite sensation de vivre quelque chose qui te plaît, mais tu sais que t'as laissé la France, enfin t'as laissé les personnes qui sont en France dans une situation qui n'est pas forcément hyper confortable, et ça fait que t'as toujours un petit goût amer à apprécier toi, ton aventure, sachant que les autres derrière subissent une situation qui n'est pas très facile. Et j'ai toujours ce sentiment-là qui reste. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid pendant notre voyage, j'aurais pas eu ce sentiment-là. Tu sais qu'en France, la vie continue, que tu sois là ou pas là, ça change rien. Et ça aurait peut-être été différent. Mais après, on a de la chance de voyager à cette période-là, c'est déjà hyper cool. Heureusement qu'on a amené une composante écologique à notre voyage, parce que en plus, dans cette situation-là, ça aurait été encore plus... J'aurais pas été à l'aise à profiter de tout ça, et le fait que le voyage soit utile, on organise des nettoyages de plage, on fait des observations pour des bases de données pour les scientifiques, on essaie de rencontrer des initiatives locales pour en parler, et c'est cool parce que ça fait que tu continues à avoir une activité. Tu as une activité, tu fais quelque chose, ton travail maintenant c'est ça. Et ça c'est hyper cool. Je pense que sans ça, ça aurait été difficile à vivre. Juste des vacances pendant 1 an, 2 ans, je pense que je pourrais pas. Quelque part soulagée parce que c'était la bonne décision. Et encore aujourd'hui, je suis convaincue que c'était la bonne décision. Et en même temps, je suis vraiment, on pourrait dire, une trouillarde, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça me faisait très peur de tout lâcher, parce que partir en voyage, en plus, ça voulait dire lâcher mon quotidien, lâcher mon appart, lâcher l'endroit où je dors, l'endroit où je vis, tout en fait. Mon boulot, ça voulait dire que j'avais plus de boulot non plus, donc voilà, c'est quelque chose qui me faisait très peur, et pourtant qui était hyper motivant parce que c'était ok pour moi, enfin c'était juste, je savais que c'était la bonne décision. L'après-voyage, et quand on est rentré, en fait, quand on est parti en voyage au mois d'août, du coup ma démission était effective au mois de septembre suivant, et j'avais comme objectif au retour du voyage de créer mon entreprise, donc de création de bijoux, d'accessoires, à partir de matériaux recyclés. Parce qu'en fait, j'avais
comme seule aide, vu que j'étais fonctionnaire, j'avais pas le droit au chômage ni quoi que ce soit, donc comme seule aide possible, c'était une aide de l'éducation nationale, seulement en cas de création d'entreprise, et j'avais 6 mois pour la créer, après ma démission. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti 6 mois en voyage aussi. C'est parce que il fallait que je crée mon entreprise en rentrant. Donc on est rentré mi-janvier, et il fallait que pour fin février, l'entreprise soit créée. Donc j'ai pas du tout fait les choses dans l'ordre, parce que normalement on fait tout bien, on va à la chambre des métiers avant, on prépare tout, on fait une étude de marché, on fait un bilan, enfin un truc comptable là, un prévisionnel. Moi j'ai rien de tout ça. J'ai créé mon entreprise le 20 février 2020 et advienne que pourra. Mais en même temps, voilà, c'est pas... Du coup, ça s'est fait quand même. La création de l'entreprise, c'est administratif, hein, donc voilà, c'est pas très compliqué. J'ai trouvé les démarches à peu près toute seule. Et puis, je suis allée à la chambre des métiers aussi, c'est eux qui me suivent, et encore aujourd'hui. Le plus dur, peut-être, ça a été de me retrouver toute seule, en fait, parce que pendant 10 ans, j'avais travaillé avec plein de gens autour de moi. Et énormément de gens autour de moi même, et là de me retrouver toute seule à tout gérer, en fait c'est plus difficile que ce que j'avais imaginé, mais en même temps du coup c'est moi qui décide de tout, donc c'est aussi un confort, enfin, c'est pas que difficile. J'ai pas de regrets, j'ai pas de doute sur l'avenir, parce que j'ai bien fait. Après, ça veut pas dire que ça va être simple, parce que des doutes et des difficultés et des problèmes, je crois que quelle que soit la situation dans laquelle on est, il y en a. Donc même s'ils viennent pas de nous, ils viennent d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt ma conception des choses, c'est de faire avec ces peurs, ces doutes, ces difficultés, et de continuer d'avancer, sinon ça marche pas. Et je me suis dit, est-ce que ce que tu imagines dans ta tête, c'est vraiment ce qui existe en vrai, quoi. Enfin, est-ce que en pratique c'est pareil, quoi? Parce que souvent on peut se faire des films aussi, c'est cool d'aller dans les champs, il y a des fleurs, machin. Et il faut aller voir sur le tas et voir si c'est vraiment ça que j'imagine aussi. Du coup, je suis partie découvrir plusieurs fermes dans le Finistère pour aller découvrir le métier, quoi. Et ouais, je pense que c'est indispensable, surtout en agriculture, parce que c'est quand même un métier assez compliqué. C'est dur, pas compliqué, dur. Et du coup, j'ai fait plein de stages, j'ai rencontré plein de personnes, et il y en a pas mal, mine de rien, en plantes médicinales, c'est des reconversions professionnelles, en fait. Donc c'est ça qui était hyper intéressant aussi. Et après, du coup, c'est posé la question de qu'est-ce que je fais pour m'installer ? Est-ce que j'ai besoin de diplôme ou de choses comme ça ? Donc il y a eu toute une réflexion là-dessus. Et du coup, pour s'installer, c'est plus facile d'avoir... en fait, le plus compliqué pour s'installer, c'est d'avoir du foncier. Et du coup, il existe des diplômes, des brevets professionnels qui permettent d'avoir une capacité agricole pour pouvoir s'installer. Donc du coup, je me suis lancée dans une formation, un brevet professionnel qui est une option maraîchage biologique, parce qu'il n'y avait pas sur les plantes médicinales dans le coin. Mais du coup, ça me permet aussi d'élargir un petit peu mon champ de vision. Et je pense qu'avec cette formation, ça m'a ouvert un petit peu aussi à autre chose que les plantes médicinales. Et c'est pour ça aussi que mon projet a un peu évolué et que j'aimerais bien cultiver des plantes médicinales et des petits fruits. Donc les petits fruits, c'est tout ce qui est fruits rouges, souvent c'est framboises, fraises. L'idée, ce serait de faire de la vente directe, parce que ça plaît en général, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc vendre en direct les fruits et vendre des tisanes et des produits transformés aussi avec les plantes cultivées. Donc ça peut être des huiles, des vinaigres, etc. Et après, pourquoi pas mettre des petits fruits dans les tisanes aussi. J'avais trouvé peut-être une terre agricole pour m'installer avec quelqu'un dans le Finistère, mais finalement ça s'est pas fait et j'ai plus vraiment d'attache là-bas.
Du coup, là, l'idée, c'est plutôt d'aller découvrir en fait plein de fermes, d'aller à la rencontre de plein de gens, quoi, ouais, assimiler, rencontrer et comprendre plein. Parce qu'en fait, dans chaque ferme, chaque système de ferme est différent, quoi. Donc, dès que tu vas dans une ferme, ça va être complètement différent. Et c'est un des conseils qu'on nous donne, en fait, c'est d'aller découvrir ce qui existe déjà. Et apprendre différentes Ouais, manières. c'est ça. Parce qu'il y a tellement de choses en agriculture que c'est hyper important. Et du coup, bah, là, je pense que j'ai l'occasion de faire ça. Donc ma formation, donc, c'est un brevet professionnel de responsable exploitant agricole. C'est pas un très joli nom, mais en gros, en plus l'objectif, j'aime pas trop non plus, mais c'est devenir chef d'exploitation. Mais c'est un peu le reflet de la société actuelle, on va dire. Mais voilà, moi, mon souhait, c'est d'être paysanne plutôt que chef d'exploitation. Et donc, c'est une formation qui dure 1 an. Donc là, j'en suis à un peu plus de la moitié. Et pendant cette formation, on a 10 semaines de stage. Donc dans une ferme qu'on choisit. Donc ça, c'est hyper riche aussi de pouvoir... en plus, c'est sur toute l'année. Donc du coup, ça permet de découvrir un petit peu les saisons sur une même ferme. C'est intéressant. Mais moi, c'est ce que t'as revu les dauphins. Quoi, pardon, j'entends pas ce que tu dis. T'as revu les dauphins? Bah, pas là, non. Ok. Je pense qu'ils sont là où il y a les oiseaux, hein. Quel endroit à bâbord? Là, à tribord, là-bas, là. Bâbord, ouais. Tu vois, il y a plein d'oiseaux, je pense qu'ils sont en dessous. Ah oui. Alors, je vais décider d'en avancer en déroulant un peu le génois. Et tu veux écouter un peu les petites baleines ou pas? Pourquoi, petit? Bon, parce qu'on les entend de loin. Professionnellement, au moment où on a construit ce projet-là, ça faisait 10 ans que j'étais technicien dans le spectacle vivant. J'ai commencé tout en bas de l'échelle en tant que stagiaire. Et tu montes les échelons les uns après les autres. Et au bout d'un moment, tu apprends de moins en moins. Au début, tu apprends plein de choses. Et au bout d'un moment, tu apprends de moins en moins de choses. Tu continues à apprendre toujours, mais c'est moins gratifiant. Et tu as l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce métier-là, même si c'est pas vrai, c'est juste par rapport aux contraintes que tu t'es fixées, de pas partir en tournée par exemple, de pas vouloir garder une vie sociale à côté de ton métier et que ton métier soit pas ta vie. 10 ans à faire le même métier, je trouve que c'est une bonne période, ça évite de devenir trop aigri, enfin dans mon cas. Je m'étais lancé dans ce métier-là sans vraiment savoir si ça allait marcher. Et très vite, je me suis dit que 10 ans dans ce métier-là, ça sera un bon objectif. Et voilà, c'est ce que j'ai respecté. Je suis content d'avoir arrêté. C'était l'idée à la base. Quand on a monté le projet, je me suis dit, bah tiens, hop, c'est l'occasion de changer de métier, de changer de vie. Ça a toujours été l'idée, de retour, de faire autre chose. Sûrement lié à l'écologie, parce que c'est délicat de vivre pour un projet qui soit pour la protection de la planète, la préservation de la planète. Et après ce projet-là, 2 ans plus tard, de reprendre un métier qui a aucun rapport avec ça. Je pense que je pourrais pas. Donc je sais pas vers quel métier je m'orienterai, on verra bien. Peut-être qu'au cours du voyage, on rencontrera des personnes ou d'autres. Je verrai d'autres métiers qui je sais pas, il y aura peut-être un déclic, peut-être qu'on va pas rentrer, peut-être qu'on restera sur une des escales où on est. Je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, je reprendrai pas le métier que j'ai fait là et c'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense que j'ai été vachement influencé par mon père, enfin mes parents, mes parents qui ont eu beaucoup de métiers différents. Ouais, j'ai beaucoup bougé avec mes parents quand j'étais jeune. On a déménagé 18 fois à peu près sur les 20 ou 22 ans de vie commune que j'ai eu avec eux. Donc ça m'a pas trop dérangé. Ça n'a pas eu le même effet sur mes frères et sœurs qui eux sont plus sédentaires. Mais sur moi, ça m'a vraiment totalement détaché de l'importance de l'argent ou du fait d'être inquiet de trouver un autre métier. J'ai pas vraiment été préoccupé par ça. Quand j'ai commencé le projet et à monter le projet, à bricoler sur le bateau, tu te retrouves dans cette situation où tu réapprends plein de nouvelles choses. Et c'est hyper enrichissant, c'est vraiment cool comme sensation de te dire « Ah, je découvre un nouveau domaine, j'essaye de m'approprier un nouveau domaine ». Ça, c'était vraiment hyper motivant.
Tu la bascules devant les bidons, Guenola, proche du mât. Rebascule les coudes proche du mât. J'ai jamais vraiment eu à subir le regard des autres par rapport à ce projet-là, ou le soutien ou le non-soutien de ma famille ou de mes proches. Et ils n'ont pas forcément été surpris quand je leur ai parlé du projet. Ils trouvaient ça cool. Ils n'ont pas eu non plus besoin de me soutenir particulièrement parce que ça s'est fait tout seul. Mais il n'y avait pas non plus de critique par rapport à ça. Clémence a eu un peu plus de critiques de la part de certains membres de sa famille qui jugeaient qu'il fallait rentrer dans les codes. Quand tu as 30 ans, de commencer à penser à avoir une famille, à avoir un métier stable. Mais autrement, tant moi que Guenola, on n'a pas vraiment eu de soucis là-dessus. Tout le monde était content qu'on le fasse. On a toujours été soutenus. Nos amis nous ont beaucoup aidés à préparer le bateau. C'était cool. Et puis voilà. Ça rejoint mes valeurs aussi parce que du coup, et le fait d'être bien aujourd'hui dans ce que je fais, même si ça peut être difficile, c'est que aujourd'hui je travaille en accord avec mes propres valeurs. Et c'est ça qui me posait problème avant, c'est que j'avais des valeurs fortes. Donc clairement c'est le partage, l'entraide, l'écologie, l'environnement, le respect de soi-même, des autres. Et j'y trouvais pas mon compte dans mon activité d'avant. Et là, du coup, d'être moi-même, de décider moi-même de ce que je fais, ça me permet d'être en accord avec ces valeurs-là. Donc évidemment, l'écologie a une place essentielle dans ce que je fais aujourd'hui. Non seulement par le fait de récupérer les matériaux et de ne pas en produire de nouveaux pour consommer encore plus. Et puis le côté créatif permet d'apporter une petite dimension supplémentaire à l'écologie. Donc c'est tout ce que j'aime. Et tu te sens mieux Et je me sens mieux, Bon, je me suis toujours sentie bien, hein, c'est pas quelque chose qui me pose problème, mais je me sens mieux, clairement. Ouais. C'est super agréable de se sentir en fait à sa place et de se dire ok, ça c'est fait pour moi maintenant, parce que dans 3 mois ça sera pas la même place et ça sera pas la même chose, mais en tout cas maintenant là tout de suite, oui, je me sens à ma place. Je dirais une attitude quoi de tous les jours, ouais, de se dire ben voilà, mes valeurs à moi c'est celles-ci, elles sont fortes et j'y crois. Et du coup, d'être en accord avec ça tous les jours, mais c'est professionnel, mais c'est aussi personnel. Enfin, c'est pas que, c'est aussi dans la vie de tous les jours, en dehors du boulot, quoi. C'est de se sentir bien et à sa juste place. Tu vois encore les oiseaux, Clémence ? Pas là, mais je vois pas partout, mais je sais pas. Non. Peut-être sous le génois là-bas, là. Pas trop. Quand on a construit le projet, on s'est toujours fixé, vu que il y avait un couple dans le projet, moi et Guenola, plus Clémence, c'est une situation un peu particulière. Donc on s'était toujours fixé une limite en disant on part au moins pour cette période-là, donc au moins pour 2 ans, entre 1 an et demi et 2 ans. Et on rentre, forcément, on revend le bateau et après chacun retrouve sa liberté en quelque sorte. Chacun reprend sa part du bateau, on a acheté le bateau tous les 3 ensemble. Et c'est une espèce de garantie, comme ça peu importe ce qui se passe pendant le projet, tu sais qu'au final tu te retrouves dans la même situation qu'avant que tu as commencé le projet. Et qu'après avoir tout lâché, ton appart et ta voiture, donc tu as un petit peu d'argent de côté et puis tu es libre de faire ce que tu veux, c'est une page blanche. T'as plus qu'à écrire ce que tu veux dessus. Et c'est assez intéressant. Parce que même si le projet se passe pas bien, même si au bout d'un moment on n'arrive plus à s'entendre, on s'est engagé à rentrer avec le bateau, donc on rentrera avec le bateau, et puis on partira sur autre chose. Et si le projet se passe bien, ce que j'espère, et on rentrera avec le bateau, on le vendra.
Et puis on repartira sur autre chose. Je sais que Clémence, elle sera contente de repartir, faire une saison d'hiver par exemple. Et moi et Ganola, on a déjà commencé à penser un peu après, de savoir ce qu'on pouvait faire. On sait qu'on ne reprendra pas notre métier, autant moi que Ganola. Et on a même envisagé de repartir sur un autre projet. Pas en tant qu'instigateur du projet, mais d'être équipier pour un projet qui sera lié à la voile, au voyage et à la protection de la planète, ça c'est sûr. Et on a envisagé ça, on s'est dit tiens, on prend le bateau et puis après on va aller se filer un coup de main sur un projet, parce qu'il y a plein de projets qui se montent et qui cherchent du monde. Et c'est dommage que chacun fasse son petit truc dans son coin, alors qu'en fait il y a plein de personnes qui ont besoin d'aide, donc autant participer à des projets qui existent déjà, plutôt que d'en créer un énième. C'est un peu le bilan de ça pour l'instant. Et puis après on verra ce qu'on aura envie sur le moment. Je suis pas trop inquiet, et puis je pense que la situation qu'on vit actuellement, la situation sanitaire qu'on vit actuellement, fait prendre conscience de ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être en bonne santé, d'être avec les personnes qu'on aime, et puis ça s'arrête là. Pour le reste, il faut profiter de la vie, je pense, parce qu'on ne sait pas ce que ça nous réserve pour la suite. Je me sens hyper bien parce qu'en fait, je me suis écoutée en fait. Rien que déjà de s'être écoutée, ça fait du bien. De se sentir soi et à sa place. Tout roule à côté en fait quand tu t'écoutes, quoi. Et j'avais pas du tout de doute et de peur quand je me suis lancée, quand j'ai eu cette idée de changer. C'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah ouais, tu changes complètement et tout. » Surtout avec ce nombre d'études, quoi, d'années d'études. Et pour revenir à un métier manuel en plus, donc certaines personnes, c'est vrai que ça peut les surprendre, ça pose des questions. Après, c'est sûr que peut-être que si j'avais pas fait toutes ces études, je me serais peut-être pas rendu compte non plus de ce que j'aurais voulu vraiment faire, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et à l'heure actuelle, j'ai pas de doute, pas de peur, c'est juste des questions. Peut-être qu'après, je suis pas non plus encore dans le concret sur mon champ et tout ça. Une fois que j'aurai mon installation, là, je pense que peut-être que les doutes et les peurs seront un peu plus grandes, quoi. Ça viendra au fur et à mesure. C'est ça. Pour l'instant, ouais, ça va. Il y a beaucoup de théories pour l'instant, quoi. Même si je découvre un peu la pratique. Dans mon choix, dans ma recherche de savoir ce que je voulais faire, il y a quelque chose que je me disais souvent, en fait, quand je travaillais en recherche, du coup, j'avais l'impression de servir à rien, quoi. Moi, en fait, j'avais envie de trouver quelque chose, j'allais dire un métier, mais je vais revenir après dessus, mais moi, j'avais envie de trouver un métier qui a un impact, en fait, sur la société, sur l'environnement, et qui soit en valeur, qui corresponde à mes convictions. Du sens, quoi. Ouais, qui ait du sens et apporter quelque chose aux gens, en fait. Voilà, j'ai hâte de partager mes tisanes et mes petits fruits. Et du coup, je parlais de métier, mais en fait, c'est la recherche d'un métier, mais en même temps, j'essaye de me détacher de plus en plus de ce mot parce que c'est aussi un mode de vie, en fait, que je recherche. Et là, je m'en rends compte de plus en plus en rencontrant plein de paysans. C'est pas juste un métier, en fait, c'est tout un mode de vie que tu apprends que tu découvres et voilà. Tu avais posé comme question que retenez-vous de cette expérience ? Pour moi, elle est salvatrice. Je pense que je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui si j'avais continué à travailler dans l'éducation nationale. Enfin, je sais même pas, je pense, j'en suis sûre, clairement. Et ça m'a vraiment permis... Bon, il y a aussi des difficultés personnelles qui m'ont amenée à arriver là, mais ça m'a permis d'apprendre à me connaître beaucoup plus, et à chercher qui je suis au fond, et parce que ces valeurs-là, c'est vraiment qui je suis. Et du coup, je pense qu'apprendre à se connaître soi-même, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, justement. Et c'est essentiel. Parce que quand on ne se connaît pas à soi-même, on peut pas savoir ce qui nous fait du bien, quoi. Donc, voilà.
C'est vraiment, si j'avais un conseil, c'est d'apprendre à se connaître, de se faire confiance, d'être OK avec ses propres valeurs et de chercher à les mettre partout où on peut et de laisser faire, en fait. Surtout, je me dis que plus on est en accord avec soi-même et avec ce qu'on est au fond, plus les choses, elles se font toutes seules, en fait, naturellement. Et ce qui doit arriver, arrive. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas hésiter à se lancer dans un projet à fond. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, faut pas hésiter, faut y aller, faut pas réfléchir. Même si le projet se passe mal, on apprend toujours plein de choses et c'est toujours enrichissant. Je me sens hyper bien parce que j'ai écouté mon cœur en fait. Je pense que souvent on n'écoute pas assez son cœur et on n'écoute pas assez souvent la petite voix qui est au fond de ton cœur, de ta tête et qui dit... Le vrai, l'authentique. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un conseil, ouais. Mais même pas que pour le métier, quoi. Pour tout ce qui se passe dans ta vie aussi, c'est hyper important, quoi. Mais des fois, on veut pas l'écouter, on n'a pas envie, on le cache et... On a peur. On a peur, ouais. Et je pense que ouais, c'est peut-être la conclusion de... Écouter son cœur. Il est certain que ces 3 personnes que vous venez d'entendre se portent bien aujourd'hui. Ils ont l'air heureux de ce qu'ils font. Et d'écouter leur cœur, comme dit Leslie, les ont amenés à traverser tout ça pour être là où ils sont aujourd'hui. Dans notre société, le travail est quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs l'une des premières questions que l'on pose à quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? Signifie quel est ton travail ? On se définit beaucoup par notre profession. Elle représente souvent ce que l'on est ou ce que l'on pense être. Et ceci depuis l'enfance, puisque avoir des bonnes notes à l'école te permettra d'avoir un bon travail quand tu seras grand, puis de grimper les échelons pour avoir une belle carrière, puis une bonne retraite. C'est grossièrement résumé, mais voilà un peu l'image que je me suis faite en grandissant de ce terme, métier. Ce pourquoi j'ai tant galéré à l'école pour avoir de bonnes notes, pour atteindre ce but, d'avoir un bon travail. Et souvent, un bon travail dans notre société est synonyme de bon salaire. Je ne dis pas que c'est mal, je suggère simplement que ce mode de vie et cette vision du travail instaurée dans nos cerveaux ne correspond pas forcément à tout le monde. Je me suis rendu compte en écoutant Clotilde, Charlie et Leslie que tous les 3 avaient opté non pas pour un nouveau métier mais plutôt pour une nouvelle aventure. Que les 3 s'éloignent de ce mot « métier » pour y trouver plus un mode de vie général qui leur correspond et qui pour eux ont du sens et qui les rend heureux. Voilà ce que j'ai ressenti en les écoutant. Pour certains, le choix, entre guillemets, du métier est une évidence, parfois même depuis l'enfance. Et puis d'autres cherchent toute leur vie, ou simplement aiment changer de métier régulièrement, ou se lancent dans différents projets complètement différents au cours d'une vie. Ce que j'avais envie d'entendre et de mettre en avant ici, c'est qu'il est possible de faire autrement, de s'écouter et d'oser changer son quotidien, de ne pas forcément rentrer dans les cases classiques du métier si celles-ci ne nous correspondent pas. Nous pouvons oser faire ce qui nous plaît, tout mettre en œuvre et s'en donner les moyens pour être plus en accord avec soi-même et bien. Faire quelque chose qui pour nous, individus, a du sens. Merci à Clotilde, Charlie et Leslie pour leur voix et leur histoire partagée. Et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me faire des retours, savoir ce que vous en avez pensé. J'espère que ce premier podcast vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec nous. Merci et à bientôt.